Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. И в своей стране. Who's already lost the war. Не всех равно. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Hegemon, votre émission de décryptage géopolitique. J'ai comme d'habitude le plaisir de retrouver mon ami et collègue à bien des égards, Karine Béché-Golovko. Bonjour. Bonjour, Merci à nouveau d'être là avec nous. c'est toujours un plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder deux thématiques en rapport avec l'actualité. La première concernant la tant attendue offensive de printemps menée par la Russie contre Kharkov. On en parle depuis un certain temps. Aujourd'hui, ça a été acté. Donc ça a commencé, le front commence à se déplacer et la Russie capitalise sur les acquis des derniers mois, c'est-à-dire tous les acquis obtenus après la contre-offensive désastreuse de l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, la Russie continue de grignoter du terrain en direction de Kharkov et l'armée ukrainienne est à deux doigts de s'effondrer. Donc ils ont des difficultés à recruter. On voit comment ils chassent les gens dans la rue pour les obliger à aller au front. Et puis, l'armement américain et occidental ne va pas changer l'équation puisque le problème est un problème démographique et de capacité à mobiliser les gens. Les gens peut-être croient de moins en moins, je ne parle même pas d'une victoire, mais du fait de pouvoir stabiliser le front. Alors ma question, la première, c'est qu'on parle de 30 à 50 000 soldats russes impliqués. Or, il est évident, pour des raisons arithmétiques très simples, qu'il est impossible de prendre une ville comme Kharkov avec 30 ou 50 000 hommes. Ne serait-ce que par une résistance de guérilla tout simplement impossible. Donc, quel est le but ou l'objectif final recherché par la Russie si ce n'est pas la prise de Kharkov ? Il semblerait effectivement que il y ait aujourd'hui une tactique à long terme de la Russie, parce que si elle veut réellement prendre des villes aussi importantes que Kharkov, ou comme elle avance aussi sur d'autres fronts, elle avance aussi sur le front de Zaporozhye, mais elle est aussi loin de la ville de Zaporozhye, et la question peut se poser de la même manière également pour Zaporozhye, c'est cela demande des effectifs. Des effectifs que pour l'instant elle n'a pas, puisque, on l'a bien vu, la politique générale a été celle de la réduction en hommes de l'armée depuis la chute de l'Union soviétique. Et s'il y a eu une certaine stabilisation au niveau des forces combattantes, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une augmentation phénoménale non plus. La Russie ne veut pas faire une mobilisation, et cela a été encore répété par le nouveau ministre de la Défense devant le Conseil de la Fédération, c'est la chambre haute du Parlement russe hier. Et il y a donc, on va dire, la nécessité à la fois de compter sur les volontaires, et ça marche, parce que réellement, il y a de plus en plus de personnes qui s'engagent volontairement dans l'armée. Mais surtout, il semblerait y avoir une forme de stratégie d'épuisement de l'ennemi. C'est intéressant parce que c'est comme si l'on jouait la technique du siège, mais sans faire le siège. Et cela conduit aussi l'Occident à devoir mettre les points sur les i. Ils veulent y aller ou ils veulent pas y aller. Et on voit très bien qu'en fait, ils veulent pas y aller. En tout cas, ils veulent pas y aller massivement, parce qu'ils y sont, parce que l'envoi d'armes hautement technologiques, comme cela est déjà le cas, oblige de toute façon un accompagnement. Mais il n'y a pas formellement de forces combattantes de l'OTAN qui soient actuellement mises en œuvre sur le front. Il y a sous différentes formes les volontaires, les humanitaires même, mais formellement, ils oublient même parfois d'enlever leurs uniformes de la Légion étrangère. C'est un détail. Disons que formellement, il n'y a pas d'envoi de forces régulières d'un autre État, parce que les pays de l'OTAN ne veulent pas entrer en confrontation directe avec la Russie, en tout cas pas maintenant. Ils ne sont pas prêts à cela, et les sociétés en Occident ne sont pas prêtes à cela non plus.
Donc la Russie joue en fait là-dessus. Donc ceux qui disent que la Russie joue sur la longue durée et que le temps joue pour la Russie, ils ont raison. Actuellement, oui. À un moment donné, on pouvait avoir le doute sur le fait que ça joue réellement en sa faveur. Actuellement, oui. On le voit cela à plusieurs paramètres. Les paramètres économiques en Russie sont bons. Malgré les sanctions phénoménales, malgré le coût de la guerre, puisque Vladimir Poutine a annoncé qu'en 2024, on devrait dépasser les 8% du PIB quand même, pour le financement de tout ce qui est armée et sécurité pris ensemble, puisque c'est un ensemble. Donc voilà. Ouais, donc c'est une part énorme, mais à côté de ça, il y a quand même une stabilité à la fois sociale. Il y a une inflation qui est importante et ça on va pas le cacher. On peut pas dire que les salaires suivent la hausse des prix à la consommation, ça se saurait. En même temps, elle est mondiale. Je veux dire, c'est pas pour Voilà, ça. c'est ça, c'est mondial. Donc, on va dire que quand on regarde au niveau de l'effondrement économique des pays européens, par exemple, la Russie finalement s'en sort pas trop mal, parce que la guerre coûte cher, mais la guerre relance. La guerre relance l'industrie, ça relance la production, ça relance les emplois. Et c'est une dynamique de fond qui est en train de se mettre en place parce que ce qui est produit par l'armée peut servir aussi derrière pour le civil. Et d'une manière générale, cela restructure la société et cela restructure les territoires parce que il y a différentes régions, comme la région de Toula, par exemple, qui est une région de production d'armes. Tout n'est pas concentré dans les quelques grandes villes, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit du secteur tertiaire. Donc, il y a également derrière une logique de développement du territoire qui accompagne cela, et ça, c'est une force qui est intéressante. Maintenant, il me semble aussi que, à un moment donné, cette capacité va être limitée parce que on ne peut pas faire tomber un pays en face, surtout quand ça n'est plus un pays, surtout lorsque c'est un territoire qui est administré de l'extérieur, qui en fait est un front et uniquement en faisant des tirs importants, mais que des tirs, donc à distance, si on n'envoie pas d'hommes pour occuper et reprendre le territoire. Parce qu'ensuite, il faut gérer, il faut l'administrer, il faut être sur place. Et là, à un moment donné, il va quand même y avoir des limites. On voit par contre que aussi en quoi le temps joue pour la Russie. Il y a certains mouvements de résistance qui se mettent en place dans les zones considérées comme occupées par l'armée ukrainienne, notamment à Kherson. Il y a des mouvements de résistance assez importants au niveau de la population qui se mettent en place. On voit ça Armée ou juste dans civil, politique? par les Civile. habitants, civil, par les habitants. Il y a des mouvements de résistance au niveau de Kharkov également, parce que partout où on va, Kharkov est une ville russe. Et ça, c'est un moment d'histoire qui joue et qui joue très fort pour les habitants, surtout lorsque l'on voit la manière aussi dont l'armée atlantico-ukrainienne se comporte avec la population. Parce que Tout si à vous fait. voulez réellement garder un territoire, vous ne comportez pas comme une armée d'occupation. Oui. Et d'ailleurs, en Donc, parlant de la population de Kharkov, moi, ce que je sais depuis que je suis enfant, c'est que les gens de Kharkov, voilà, se considèrent comme russes, qui sont pro-russes. Mais quelque temps avant l'opération militaire spéciale, j'ai parlé à quelques Ukrainiens, alors soit des gens qui ont étudié en Ukraine, des Marocains, soit des Ukrainiens, disant que ça a beaucoup changé. bien sûr. Et qu'il y a une grande partie de la population de Kharkov qui n'aime pas la Russie, et ça bien avant le conflit, et n'arrive plus à se projeter dans le monde russe ou dans l'univers russe. Donc ils se considèrent bien comme ethniquement russes, mais pour eux, il est hors de question d'intégrer politiquement l'État russe. Alors là, c'est une grande partie, je sais pas, en tout cas, il y a une partie, ça me semble difficile à compter, mais c'est vrai parce que, à la différence du Donbass, toutes ces régions ont eu une dizaine d'années de propagande atlantiste anti-russe. Donc, évidemment, ça a joué sur les cerveaux, évidemment, ça a joué sur la perception du monde d'une partie de cette population. Euh, Après, il faut être réaliste aussi. Les sociétés, ça se travaille. Si ça se travaille dans un sens, ça se travaille aussi dans un autre sens. Donc, il faut jamais considérer, il me semble, l'opinion publique comme quelque chose de donné et de fixé. L'opinion publique, malheureusement, surtout actuellement quand nous sommes dans des sociétés de communication, est le résultat d'un énorme travail de communicants. Et si ce travail est fait dans un sens, il peut très facilement être refait dans un autre sens.
On sait également aussi que les populations sont étrangement conservatrices, c'est-à-dire qu'une partie de la population va s'adapter de toute façon au pouvoir qui sera sur place. Si ce pouvoir se comporte bien avec elle, finalement, les gens vivent leur vie et il y a eu des siècles d'histoire russe. Pour eux, les 40 années atlantico-ukrainiennes seront balayées aussi. Donc, c'est pour ça, il me semble que ça, c'est pas un problème, il me semble fondamental. Il y a une base dure qui reste réellement russe, qui est pas pro-russe, qui est russe. Et ce sont en général les minorités actives qui entraînent les majorités. Donc là, il y a un travail à faire. Mais de toute façon, ça règle pas la question. Pour revenir à la question principale originale, c'est que à un moment donné, il va falloir mettre des hommes. Donc parce que ça ne va pas tomber tout seul, ça tombera pas tout seul parce Non, que ça, on est d'accord. Moi, je faisais référence juste peut-être à une ville qui, par contre, est tombée toute seule au début de l'opération, c'est Kherson. Il n'y a pas eu de résistance et les Russes ont été accueillis comme des libérateurs. Alors, si si Kharkov était réellement acquise à la cause russe, eh ben, un soulèvement populaire de la population de Kharkiv combiné à une attaque par 50 000 hommes, ça pourrait largement suffire pour libérer la ville. Mais quand il la y a 2 population ans, est oui, soit... maintenant. Oui, voilà, maintenant c'est un peu... alors, il y a l'autre élément, il y a la rupture générationnelle. C'est qu'en général, ce qu'on constate dans la plupart des pays de l'ancienne Union soviétique, c'est que la jeunesse est pro-européenne, elle rêve d'Union européenne, d'États-Unis, de cosmopolitisme, tandis que les personnes âgées sont soit nostalgiques, soit pro-russes. D'ailleurs, en Géorgie, alors je ne sais pas si on va en reparler par rapport à la loi sur les agents étrangers. Alors, j'ai vu quelques vidéos des jeunes qui ont manifesté contre la loi. Et d'après leur déclaration, il n'y a pas de patriotisme dans ce qu'ils font. En fait, leur seul argument, c'est que nous, on veut se rapprocher de l'Europe, on veut pouvoir voyager librement en Europe, on veut pouvoir traiter avec les ONG européennes. Donc, c'est encore le rêve européen qui est totalement chimérique, vu la réalité européenne actuelle, qui continue de travailler la jeunesse. Et là, vous avez parfaitement raison, il y a une vraie ingénierie sociale qui se fait. C'était un travail très profond et c'est pour ça, pour regarder par exemple ce qui se passe en Géorgie, et on peut comparer aussi à ce qui s'est passé en Ukraine pendant des années, depuis le Maïdan, en fait depuis 2004 réellement. Enfin, ça a commencé en fait avec la chute de l'Union soviétique, ça a été ensuite activé à partir de 2004, pas 14, 4. Effectivement, il y a eu une reprise en main de ces territoires idéologiques par l'Occident. Ça ne veut pas dire que maintenant ils ont découvert la vérité. Ça veut dire qu'on leur a inculqué un discours dans le cerveau. Et c'est passé par l'école, parce que les manuels scolaires dans les zones qui ont été libérées par l'armée russe en Ukraine, par exemple, montrent bien qu'ils sont, notamment les manuels d'histoire, sont financés par les États-Unis. Donc, quelle histoire va être écrite? À partir de là, il y a une réécriture totale de l'histoire. Par exemple, si on reste sur les questions ukrainiennes, avec la glorification des bandits nazis qui sont présentés comme des grands libérateurs nationaux. Ils ne se sont jamais battus contre l'armée rouge, ils se sont battus contre les résistants, ils se sont battus contre les juifs, contre les polonais, ils sont battus contre les Ukrainiens. Donc, quel est le rapport avec la libération nationale? Aucun. Et en ce qui concerne la Géorgie, c'est un pays qui a été complètement dominé, mais physiquement, par les États-Unis. Depuis Saakashvili. Bien sûr, et quand on va à Tbilissi, c'est impressionnant. C'est pour ça que c'est extrêmement surprenant ce qui se passe aujourd'hui, que le Parlement puisse, pour la deuxième fois, relever la question quand on voit la poigne de fer qui est posée sur la ville. Mais c'est impressionnant. Vous avez des uniformes américains partout. Quand on atterrit à l'aéroport à Tbilissi, il y a les avions de troupes américains sur le tarmac. Dans les pubs, vous avez les drapeaux de l'armée américaine. C'est une ville qui est sous occupation, et c'est pour Tbilissi, et c'est un pays qui est complètement pris en main par les organismes internationaux qui dictent la politique intérieure, extérieure, etc. Et là, il y a eu un espèce de réveil, justement à cause de l'Ukraine, parce que la Géorgie, qui a quand même aussi des siècles d'histoire commune avec la Russie, on va quand même pas oublier ça, avant l'Union soviétique, c'est aussi un pays qui s'est dit mais nous on veut pas servir à ça, on veut pas devenir comme l'Ukraine, et ils l'ont dit ouvertement, on se bat pour cette loi parce qu'on veut savoir qui finance quoi chez nous, qui manipule, qui met en place justement cette ingénierie sociale. Et c'est pour ça qu'on voit une telle rage de la part des États-Unis et de l'Europe, parce qu'ils ne veulent absolument pas que soit découvert l'ampleur de la manipulation, de l'ingérence qui est commise en Géorgie. Et ils se battent pour leur image, ils se battent pour leur pouvoir.
l'Europe et les États-Unis sur la Géorgie. Et maintenant, imaginons un peu ce qui s'est passé en Ukraine pendant tant d'années. Évidemment, il y a eu une reprise en main phénoménale de la population. Mais ça joue pour et ça joue contre aussi, parce que bon, à part évidemment des personnes qui ont été décérébrées en leur parlant du rêve européen et américain, actuellement, s'ils n'ont pas envie de partir sur le front, c'est quoi leur rêve? Il n'y a plus de rêve, c'est terminé maintenant, c'est la réalité. Maintenant, tu dois payer pour le rêve. Et ils n'ont pas forcément envie de payer pour ce rêve. Ah bah oui, ils ont Parce l'exemple que ukrainien. l'armée atlantico-ukrainienne se retourne contre son propre peuple, parce qu'ils le considèrent pas comme son peuple, parce qu'ils s'en foutent. Donc, je suis pas certaine non plus que ça aussi, ça, à long terme, ça ne joue pas contre ce pouvoir. Et on arrive vraiment à voir aussi ce paradoxe que ce système qui est mis en place ne peut se maintenir à terme que par la force, parce qu'en fait, il vend un rêve qui est faux, qui est un mensonge, qui est un mirage. Après, quand les gens commencent à ouvrir un petit peu les yeux et à se poser des questions, ça ne peut être maintenu que par la force. Donc, il y a une impasse aussi pour l'atlantisme. Et après, on peut aussi compter sur l'instinct de survie des gens qui se disent entre d'un côté, soit on me dit vous rentrez à la maison, soit on me dit vous allez crever dans les tranchées parce qu'il faut sauver les investissements américains en Ukraine. Les gens risquent. Ouais. Et puis là, on parle même de plus en plus, alors ça remonte à il y a plusieurs mois, de renvoyer les Ukrainiens qui ont fui en Europe, de les renvoyer en Ukraine. Mais là, Pour il y aller a au front. certains pays qui commencent à prendre en Europe, qui Ouais. commencent à prendre les Les dispositions. pays baltes, la Pologne. Tout à fait, même la Suisse. Ouais. Et Et puis il y a même les consulats qui désormais ne délivrent plus de documents aux Ukrainiens en Europe. Donc vous rentrez en absolument. Ukraine. Parce que les Ukrainiens ont eu l'impression que, puisqu'ils avaient eu un statut de réfugié, ils étaient protégés éternellement. Ils sont protégés tant qu'ils ont ce statut de réfugié. En plus, il faut être réaliste, une minorité des Ukrainiens qui se trouvent en Europe ont obtenu ce statut de réfugié. Les autres sont sous système de visa. Donc, deux situations. Pour ceux qui sont sous système de visa, quand le visa termine, c'est pas évident qu'il soit renouvelé. Ils peuvent être simplement reconduits à la frontière. Parce que sinon, ils se retrouvent en situation irrégulière. Donc, c'est de l'expulsion simple, administrative. Ça passe même pas par lui, c'est administratif. Dehors. Et de l'aéroport directement au front. Tout à fait. Et pour ceux qui ont le statut de réfugié, le statut de réfugié, c'est pas à vie. À partir du moment où l'État considère qu'il n'y a plus de danger pour ces personnes, le statut est annulé. Parce que, soyons réalistes, les pays européens étaient censés protéger les Ukrainiens contre qui? Pas contre Kiev, qui doit les envoyer se battre, contre l'agression russe, entre guillemets. Donc, ils peuvent aller à Lvov, ils peuvent aller dans une ville où il n'y a pas les Russes, et donc pour l'Union européenne, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger dans ce cas-là, puisqu'ils ne protègent pas de leur propre gouvernement, puisqu'ils soutiennent ce gouvernement. Tout à fait. Et puis envoyer au front ou ne pas envoyer est un choix souverain de l'Ukraine, on nous dira. Et l'Union européenne n'a pas interféré avec. Jamais. L'Union européenne n'interfère jamais. C'est bien connu. Alors, pour revenir à l'offensive russe, alors ce que vous expliquez, c'est qu'il y a un problème structurel, c'est que la Russie ne se donne pas les moyens, en tout cas sur le plan humain, d'avoir les effectifs nécessaires pour administrer les territoires libérés et pour libérer d'autres territoires. Mais où les trouver? Alors, vous qui habitez à Moscou, vous savez un peu le thermomètre de l'opinion publique. Pensez-vous que les Russes pourraient accepter une mobilisation peut-être pas générale, mais beaucoup plus large que celle qu'on a eue avant? Alors, je pense pas effectivement qu'une mobilisation générale soit une bonne idée. Parce que cela va provoquer, on va dire, un déséquilibre entre la situation des pays européens qui se battent, eux, contre la Russie en Ukraine et les Américains, et la situation en Russie. Et la Russie n'a pas à se mettre sur le même plan que l'Ukraine. Sinon, ça va s'affaiblir. Donc, effectivement, la mobilisation générale est absolument à exclure, et elle est absolument exclue pour l'instant. Ensuite, il y a quand même une certaine politique qui est mise en place pour éviter le terme de mobilisation. Et ici, il y a deux choses à rappeler. Tout d'abord, le système des contractuels a été énormément développé,
et il y a réellement une campagne de publicité. Quand on parle du travail de l'opinion publique, ça se passe aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on développe une image positive de la personne qui part sur le front, qui s'engage pour aller défendre son pays. Mais à côté de ça, il y a un paquet d'avantages social, d'une rémunération qui est au-dessus de la moyenne nationale, etc., etc. Donc, il y a une certaine motivation à la fois patriotique et économique qui est mise en place pour justement recruter les gens. Donc ça, effectivement, il y a un travail qui est fait, c'est en train de marcher. On peut accentuer sur ce côté-là parce que la personne qui est volontaire, qui part, se battra beaucoup plus et beaucoup plus Tout à réellement fait. que celui qui est contraint d'y aller. Ça, il faut être Hmm. réaliste. D'après les chiffres, avec cette méthode uniquement, ils arrivent quand même à avoir 20 000 à 30 000 hommes à peu près par mois, parmi les Oui, tout à volontaires. fait. Alors, tous ne sont pas acceptés, bien entendu, parce qu'il y a des critères. Bien sûr, Il il y a ne suffit des pas d'être critères. Donc, volontaire, en plus, mais si vraiment il y a besoin, ils peuvent assouplir les critères aussi, parce que pour oui, oui, l'instant, tout à les fait. critères sont extrêmement stricts. Donc, je pense pas que sur ce plan-là, il n'y a pas besoin d'une mobilisation. Le deuxième aspect qui pourrait être rediscuté aussi, mais ça, c'est une discussion, c'est une question politique extrêmement sensible, c'est la question des appelés. Au début du conflit, les appelés avaient été utilisés, comme ils sont toujours, par exemple, lors de la guerre d'Afghanistan aussi, ils étaient partis sur le front. Évidemment, normalement, on les envoie pas tout de suite en première ligne, parce que sinon, ça se passe mal. Là, ils se sont retrouvés un petit peu trop en première ligne dès le départ, ce qui a expliqué aussi au départ l'ampleur des pertes pour l'armée russe dans les premiers temps de la guerre. Ensuite, Poutine a déclaré que les appelés n'iraient pas se battre sur le front. En revanche, ils sont envoyés pour sécuriser les frontières, par exemple, notamment dans la région de Belgorod. Ils permettent aussi de sécuriser, donc de lutter contre les groupes aussi qui peuvent rentrer sur le territoire pour commettre des attentats terroristes, etc. Et on peut peut-être intensifier et la formation et l'utilisation des appelés, évidemment pas en première ligne. Ça, c'est effectivement aussi peut-être un angle d'attaque. Et Belousov lors de son discours devant le nouveau ministre de la Défense, lors de son discours devant le comité de la fédération, le conseil de la fédération, avait insisté également sur la nécessité de renforcer la formation militaire d'une manière générale. Et ça semblerait être effectivement aussi une possibilité et un angle qui soit fait. Mais à mon avis, le tout n'est pas que technique. Il y a une dimension politique qui est très forte. Pour l'instant, vous pouvez pas dire aux gens, on est ouvert pour la négociation, ou comme on l'a entendu aujourd'hui lors de la réunion avec l'état-major et Poutine, si l'armée se bat bien et avance bien, ça sera l'occasion de mieux négocier la paix. Si vous lancez ce genre de discours, vous pouvez pas derrière demander aux gens qu'ils s'engagent massivement et qu'ils aillent défendre le territoire. Parce que vous les mettez dans une logique commerciale on fait monter la pression, on fait monter les enchères. Quand on fait monter les enchères, finalement, on sera en meilleure position pour négocier. On se retrouve à peu près, en fait, au bout de 2 ans, dans le même discours que ce qui avait mené à cette catastrophe des accords d'Istanbul. Malheureusement, il semblerait que la leçon n'ait pas été Ouais. dite. Tout à fait, les gens se battent pour leur patrie et pour la victoire et pas pour un traité de paix négocié entre des diplomates. Absolument. Et donc, je Personne n'est pense prêt à qu'il y mourir aura pour ça. toujours on espère même pas mourir, au moins se battre et revenir vivant aussi. Ça serait Ouais, donc, pas mal. Mais disons que la probabilité de mourir est quand même plus grande que dans les rues de Moscou. ça, c'est sûr. Mais tant qu'on tient ce discours, de toute façon, il n'y a aucune mobilisation. On voit très bien cette année, il y a eu des choses extrêmement choquantes aussi qui ont eu lieu dans certains centres commerciaux autour du 9 mai. À l'époque où il y avait le régiment immortel, on trouvait partout dans les magasins les gens avec les rubans de Saint-Georges, on voyait des petits bérets militaires sur la tête, les vendeuses qui étaient toutes contentes d'ailleurs, on les forçait pas, hein, c'était normal. Et cela fait 2 ans que plusieurs grandes chaînes de magasins qui, à mon avis, de façon tout à fait étonnante, hein, appartiennent à des oligarques russes qui étaient sous sanctions et qui se sont vus alléger leurs sanctions européennes, mais qui par hasard ont littéralement interdit au personnel tout ruban de Saint-Georges, tout ce qui peut être lié au 9 mai pour raison de neutralité. Il faut être neutre par rapport à quoi? Par rapport à la victoire de la Seconde Guerre mondiale?
Donc, et ce qui est très intéressant, si on parle de l'ambiance, moi, je fais pas partie de ces hautes classes. Je vais bêtement faire mes courses dans les magasins à côté et les gens viennent me parler. Et notamment les vendeuses, plusieurs sont venues me voir en me disant voilà ce qui s'est passé et maintenant est-ce que vous pouvez nous aider? Nous, on ne sait pas quoi faire. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On veut porter un ruban Saint-Georges, on veut pouvoir célébrer le 9 mai, c'est notre fête nationale. Mais on veut pas perdre notre travail. Donc Non, c'est là, dramatique. voilà, et là on voit quand même une évolution aussi qui est liée à cette espèce d'ambiguïté dans le discours politique qui est tenu. C'est que d'un côté il nous faut la victoire, d'un côté s'il faut se battre jusqu'au bout, on ira se battre jusqu'au bout, on ne négocie pas le territoire, etc. Et d'un autre côté, mais bon, si on pouvait discuter, ça serait pas mal non plus, si on peut négocier par la paix, tout va bien, etc. Et les gens ne comprennent pas cette ambiguïté. Les gens très, très mal, l'aperçoivent extrêmement mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après 2 ans de conflit, quand on discute avec les simples gens qui travaillent, dont il y a le cousin qui est parti sur le front, ou là les gardiens du magasin qui étaient partis sur le front, et les gens qui vous disent simplement que on en a marre de ce discours, il faudrait quand même qu'ils se mettent au point. Nous, c'est notre territoire, on veut se battre pour notre pays, c'est notre intérêt, et voilà, point. Donc, il me semble que la question de la prise de Kharkov, l'avancée sur le terrain, etc., c'est pas qu'une question de technique militaire, c'est une question aussi de volonté politique. Et là, il y a réellement un angle à prendre. Alors, je dis pas qu'il faut tomber après dans le tout s'en rend par deux au pas de loi et on avance. La question n'est pas là. Mais un discours un petit peu plus sain, qui a un petit peu moins de contradictions, où les gens comprennent ce qui est attendu. Tout le monde parle de la victoire. C'est quoi la victoire? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'est la victoire? Est-ce qu'il y a au moins un minimum d'objectifs politiques? Je dis pas qu'il faut dévoiler tout le plan, parce qu'évidemment, c'est pas la peine d'expliquer non Oui, plus. mais au moins un objectif, ne serait-ce qu'à peu près, tout à fait. Est-ce que Voilà, c'est Kiev? Est-ce que c'est libérer uniquement le Donbass et on s'arrête là? Tout à voilà. fait. Donc là, pour l'instant, il y a beaucoup trop de flou et ça plombe énormément le fonctionnement derrière de l'armée. Alors, juste avant de passer... Oui, oui, Non, non, tu voulais... D'accord, juste avant de passer au deuxième volet de notre échange, il y a peut-être un objectif tactique immédiat, c'est que la Russie cherche à profiter de l'incapacité de l'Ukraine à mobiliser davantage de forces en élargissant le front. Et donc en menant une offensive en direction de Kharkov, ça oblige les Ukrainiens à dispatcher, donc à diluer leur effort et à perdre en capacité de concentration en un point du front. Donc plus le front est large, plus ça joue en faveur de la Russie, en défaveur de l'Ukraine. Ça, c'est dans l'immédiat, mais effectivement, ça n'occulte pas tout ce que tu as décrit depuis le début, c'est-à-dire que la Russie ne se donne pas les moyens de réellement peser sur la balance en déséquilibrant le front en faveur de la Russie à Kharkov ou ailleurs. Et là, parce que la effectivement, question il qui faut se pose, plus c'est effectif. si l'armée, à un moment donné, s'effondre. Je crois pas tellement, parce que ça fait longtemps qu'on nous parle de l'épuisement de l'armée ukrainienne. Il faut avoir les moyens d'en profiter. Voilà, et il faut avoir la volonté. Ouais. Donc, c'est la question qui se pose. Et même si l'armée tombe comme ça du jour au lendemain, ça, bon, j'ai des doutes parce qu'ils la laisseront Non, pas. elle peut tomber en un point du front, Voilà, pas c'est sur ça. tout le front. Mais Est-ce que réellement il y aura une percée fulgurante et jusqu'où? avec Ou qui? tout de Avec quoi? suite, ou est-ce que tout de suite il va pas y avoir l'annonce de négociation parce que comme ça on va pouvoir essayer de gagner quelque chose et finalement on va encore se faire avoir comme on s'est fait avoir à Minsk, comme on s'est fait avoir à Istanbul, etc. Parce que en face c'est très clair, toute négociation sera le moyen de reconstituer les forces pour attaquer plus fort derrière. Il faut être réaliste aussi. Donc après, est-ce que c'est dans l'intérêt de la Russie de faire elle aussi une pause pour reconstituer ses forces et pour attaquer plus fort, c'est autre chose. Mais si c'est pas dans cet objectif-là, actuellement, c'est suicidaire. Et les questions des négociations de paix reviennent. Là, on voit des appels dans le New York Times qui disent que c'est à l'Ukraine de décider quand elle veut négocier avec la Russie, que ça va bientôt être effectivement l'occasion et le moment de négocier avec la Russie, qu'on revient à l'idée que la Russie, soi-disant, serait prête, selon les médias anglo-saxons, serait prête à une solution de Corée. À la différence, c'est qu'en Corée, vous avez quand même plus ou moins 2 États. L'Ukraine, c'est pas un État. Donc, ça peut pas fonctionner de cette façon-là. Après, y a-t-il pas une autre sortie de cette affaire-là? Parce que l'armée, on voit bien que les officiers de l'armée ukrainienne voient bien que c'est un carnage, qu'ils sont en train de perdre des hommes, des dizaines de milliers
voire même 300 000. Certains parlent de 300 000 soldats ukrainiens entre tués, amputés, etc. À certains moments, peut-être que le réalisme et le pragmatisme de l'armée finira par l'emporter et qu'on aura un coup d'État contre Zelensky. Sachant que, par exemple, Zaloujny avait été écarté parce que devenu trop populaire et qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec le fait de défendre Bakhmout coûte que coûte. Il était plutôt pour un repli stratégique. Et donc, on voit que la vision politique de la guerre et la vision militaire finissent par diverger de plus en plus. Et que peut-être à un certain moment, les officiers ukrainiens diront stop, on arrête, coup d'État, et on négocie avec les Russes. Est-ce que c'est plausible ? Un coup d'État, ça s'organise, ça se finance et ça se monte. Qui va le financer? La Russie. Dans ce cas-là, effectivement, ça permettra de régler le conflit. Mais il faut être réaliste. Si effectivement l'état-major ouvre les yeux et se rend compte que la clique gouvernante en Ukraine actuellement n'est pas ukrainienne, ne défend pas les intérêts de l'Ukraine, défend les intérêts de son maître, qui peuvent envoyer massacrer autant qu'ils veulent de soldats parce qu'ils ne veulent pas envoyer les soldats des pays de l'OTAN, dans ce cas-là, oui. Mais dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'il y ait une alliance de cet état-major ukrainien avec la Russie, et c'est le moyen pour faire tomber, en tout cas, sur ce point du front. Ça, c'est une possibilité. Mais pour l'instant, ça me semble encore compliqué parce que déjà parce que l'armée, a priori, a quand même une culture d'obéissance, et c'est normal. Et la question de l'obéissance aux ordres. Il peut y avoir ponctuellement quelques individus qui vont relever la tête, mais ils seront éliminés par la masse. Parce que la masse voudra se protéger contre ces individus. Même si à terme, elle va se suicider par cette politique. Mais à court terme, elle voudra se protéger contre ces individus, lesquels elle va ressentir une menace. Donc, après, peut-être, il y a d'autres scénarios, comme on a vu durant la Première Guerre mondiale, en tout cas sur le front russe, mais là, il y avait par contre un mouvement révolutionnaire derrière qui finançait avec des tracts des mutineries des soldats à la base sur le front qui refusent d'obéir, et là, ça pourrait provoquer l'effondrement de ce château de cartes. Mais bon, on verra. Effectivement, ça paraît très lointain, mais disons que c'est des scénarios les plus souhaitables pour tout le monde dans la région. Alors maintenant, le deuxième volet de notre entretien, c'est les changements qui ont été opérés immédiatement après l'investiture de Vladimir Poutine pour son nouveau mandat de président de la Fédération de Russie. Donc il y a eu des changements très intéressants, notamment Shoigu, qui était présenté comme étant l'ami de Poutine, inamovible dans son poste de ministère de la Défense, a été nommé secrétaire du Conseil de sécurité. Donc première question, est-ce qu'il s'agit d'un déclassement ou au contraire d'une promotion, ou peut-être ça n'a rien à voir, c'est juste une reconfiguration pour optimiser le dispositif? Tout d'abord, ça n'est pas une condamnation. Et il suffit de voir la manière dont Poutine accueille Shoigu, parle de Shoigu, le remercie pour ce qu'il a fait, pour comprendre que il ne s'agit pas du tout d'une condamnation pour ce qui a été fait. Après, pour revenir sur la personnalité de Shoigu, Shoigu est devenu particulièrement impopulaire depuis le début de l'opération militaire, alors qu'il était extrêmement populaire avant. Et ça a été quand même aussi beaucoup. Une première partie a été le résultat d'un conflit d'intérêts entre l'intérêt très privé de Prigojine, qui avait monté on va dire une armée privée, mais enfin entièrement financée par l'État. Donc c'est pas du business à ce niveau-là. Et Shoigu, parce que l'intérêt de Prigojine était de mobiliser le plus de ressources, ce qui est logique. Hein. Donc, en ce sens-là, plus Shoigu était faible, plus Prigojine pouvait monter, ce qui a conduit à cette espèce de mutinerie que l'on a vue. Shoigu a payé aussi pour les 30 ans de néolibéralisation de l'armée, c'est-à-dire réduction en hommes, de plus en plus de contrats avec le privé et une armée qui est bonne pour les conflits postmodernes, mais qui n'était plus du tout adaptée pour des conflits traditionnels de haute intensité. Et il a payé également au niveau de sa réputation pour, en revanche, un système quand même de corruption qui s'est installé
un certain niveau de l'armée qui est pas forcément dû à lui, qui est pas forcément couvert pour lui, mais qui est dû au fait que en temps de paix, certains officiers ont perdu littéralement le sens de l'État, du devoir et du service, et ont considéré l'armée comme un excellent moyen de se faire une fortune personnelle. D'ailleurs, il y a un haut responsable qui vient d'être arrêté récemment. Deux, même. Oui. Qui ont été responsables. Et il y a des chances que ça ne s'arrête pas là, qu'il y ait un Et certain... un vice-ministre, je crois même. Un Voilà, vice-ministre. vice-ministre et un qui fait partie de l'état-major qui était responsable aussi pour des questions d'approvisionnement de l'armée. Donc, il est important pour pouvoir nettoyer de pouvoir déplacer. Ce qui permet aussi de protéger le chef à ce moment-là. Donc, en quelque sorte, la première remarque, c'est que Shoigu a été protégé. Il a été déplacé et comme ça, il est sorti de la zone d'attaque, on va dire, et de nettoyage interne. Deuxième chose, le remplacement par Belousov, qui est un économiste pur et dur, mais avec un discours intéressant parce que c'est un économiste qui est anti-globaliste, qui formellement défend les valeurs traditionnelles, qui a d'ailleurs assuré des services auprès de prêtres dans l'Église pendant quelques années, donc il connaît qui avait défendu l'annexion de la Crimée également. Voilà, et c'est quelqu'un qui a une certaine vision de l'État quand même. Donc, quand on arrive effectivement à un budget des forces qui va arriver à 8% du PIB, la question économique devient importante, certes, parce que si vous voulez garder une stabilité sociale, il faut arriver à trouver un équilibre, comme a dit Poutine aujourd'hui, entre le canon et le beurre. Donc, il faut à la fois soutenir l'armée, mais continuer également à pouvoir garder tout le développement de la société et de l'économie. Et l'armée peut être également un stimulant pour l'économie. Donc, en fait, il est demandé à Belousov de continuer à faire ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire d'être un économiste. Alors, je ne sais pas si c'est un bon choix, si c'est un mauvais choix. Ça, l'avenir nous le dira. Mais effectivement, c'est surprenant. On va dire que ça ressort un peu de la logique néolibérale quand on réfléchit en mode de système. Parce qu'en mode de système, le ministre est un administrateur, ce n'est pas un gouvernant. Et là, effectivement, le fait de mettre un économiste à la tête de l'armée, il devient un administrateur. Il ne va pas discuter de stratégie militaire. Il n'a jamais été formé à ça. Donc, la question... Il y a l'état-major pour ça. Voilà, c'est la question qui se pose, est-ce qu'il n'y a pas une répartition des rôles? Mais dans ce cas-là, on revient à la logique qui est plus européenne, occidentale de l'armée, où il y a effectivement un état-major qui s'occupe de stratégie et il y a un ministre qui est toujours un civil et qui est une personne plus politique, plus administrative. Est-ce que ce modèle est adapté, à la Russie, qui a une autre culture jusqu'à présent? Parce qu'on rappellera quand même que le seul ministre civil dans la période, en principe, parce que sur la période soviétique, c'était inconcevable, avant aussi. Et Sergei Ivanov, je crois. Non, Serdukov. Il était ministre également, je crois. Sergei Ivanov. Non, il s'était occupé d'autres questions lui aussi. D'accord. Mais Serdukov, qui était le seul civil, qui a été ministre de la Défense, c'est lui qui a en fait introduit toutes ces mesures néolibérales dans l'armée. C'est lui qui a presque à la privatisation de l'armée, qui a complètement, comme on disait en France, dégraissé le mammouth pour l'éducation nationale. Il a fait exactement la même chose avec l'armée. Donc, on va dire que ça rappelle quelque chose de désagréable. Après, les circonstances sont différentes. On verra aussi dans quelle mesure, les circonstances, et la personnalité du ministre vont pouvoir contrebalancer la logique néolibérale cette fois-ci. Ça, c'est le temps qui nous le dira en tout cas. D'accord, donc Sergei Shoigu maintenant quitte son poste de ministre de la Défense au profit d'un économiste, mais qui a certes les qualités que tu as évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire d'être un patriote, d'être orthodoxe, croyant, pratiquant, et que peut-être ça permettrait de donner une forme différente de celle en Occident, où on a un ministre qui est économiste libéral, en tout cas un civil, avec des valeurs libérales, et puis l'état-major. On verra. Mais maintenant, pour son nouveau poste, je parle de Shoigu.
qui est désormais secrétaire au Conseil de sécurité. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un poste figuratif ou est-ce qu'il aura du pouvoir? Non, c'est pas un poste figuratif. Le Conseil de sécurité est un organe qui fait partie de ce qu'on appelle le soft power en Russie intérieure. Et en principe, le Conseil de sécurité a été réorienté ces derniers temps vers l'espace post-soviétique. Donc, c'est important de développer tout ce qui est coopération militaire dans le cadre de cette coopération militaire aussi au sein de l'espace post-soviétique et de garder les liens politiques, etc. Donc, c'est pas un poste figuratif. La preuve, c'est que là, pour le déplacement de Poutine en Chine, Shoigu va l'accompagner. Donc, nous sommes quand même assez loin des Monsieur Chrysanthème qui peuvent venir fleurir les tombes 2 fois par an. Il me semble, il faut pas, il y a eu la question qui se pose aussi de manière plus générale avec ces transferts et ces jeux de chaises tournantes, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu un espèce de déplacement du centre de pouvoir et une forme d'appauvrissement aussi du gouvernement, que le gouvernement redeviendrait quand même beaucoup plus un organe très technique. À l'exception du bloc présidentiel, il faut quand même préciser aussi que tous les ministres du gouvernement ne sont pas nommés de la même manière. C'est que il y a le bloc social-économique qui est présenté par le Premier ministre et qui doit se présenter devant le Parlement, devant la Douma, mais devant la chambre basse du Parlement. Et le bloc dur, c'est-à-dire le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, de la Justice, des situations extraordinaires. Des affaires étrangères, je crois. Voilà, affaires étrangères. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle en général les ministères de souveraineté. Voilà, c'est ça. En général, sont nommés indépendamment des résultats électoraux. Ils sont nommés par le chef de l'État et ils passent une audition devant le Conseil de la Fédération, qui est la chambre haute du Parlement. D'accord. Et là, on voit quand même vraiment une rupture entre les deux et avec également un renforcement de l'administration présidentielle au niveau des proches de Poutine. Donc, d'une certaine manière, le gouvernement, avec son bloc social et économique, vont devoir mettre en œuvre et gérer la politique au quotidien. Mais la ligne a été transférée vers le bloc de force, de souveraineté, et vers le premier cercle de l'administration présidentielle, qui commence à prendre un peu un virage idéologique aussi, parce que l'administration présidentielle, jusqu'à actuellement, était, lorsque Kirienko est arrivé à remplacer Volodine, est devenu, après le Maïdan, est devenu extrêmement néolibéral. Et Volodine, qui a été déplacé à l'époque à la Douma, lui, au contraire, a repris en forme la Douma et a permis aussi de relancer certaines lois et certaines conceptions de l'État. On a vu comme c'était le seul d'ailleurs au niveau institutionnel à se battre contre les QR codes à l'époque du délire covidien. Donc là, on voit arriver à l'administration présidentielle Patrouchov et Doumin, qui sont des poids durs dans ces milieux souverainistes, dans ces milieux de force. Donc, il y a quand même un glissement, on va dire que la réalité oblige et oblige à calmer un petit peu ce côté néolibéral. Il y a eu d'ailleurs une chose extrêmement surprenante qui s'est passée hier à la Douma, qui a été retransmise sur toutes les ondes des chaînes de télévision fédérales. Rappelons quand même qu'en Russie, le culte numérique est un véritable culte. C'est-à-dire que le QR code est un dieu sur Terre, que ça ne se critique pas, que toute la numérisation de l'État, de l'école, de l'enseignement, de l'économie, c'est le but ultime qui ne se discute pas non plus. Bref, c'est une véritable religion politique et sociale. Et pour la première fois hier, lors de l'audition du ministre de l'Éducation nationale, qui est un digne représentant du culte, Volodine l'a littéralement agressé
en lui demandant: «Est-ce que ça va bientôt finir?» et je traduis, c'est pas moi, je traduis littéralement, «ces conneries d'enseignement numérique à l'école? Est-ce qu'on va enfin pouvoir revenir vraiment à un véritable enseignement? Parce que maintenant on en a besoin». Et on a vu le ministre bégayer littéralement pendant 3 minutes et ça a été terrible parce qu'en plus, les députés l'ont laissé bégayer. Personne ne l'a essayé de le sauver. Personne lui a tendu une pêche. Non, ils l'ont laissé bégayer pendant 3 minutes. Информационные технологии только в дополнение, при желании. Это не ответ, это лозунги. Вот смотрите, пандемия прошла, а вот эти средства коммуникации цифровые, которые использовались в ходе пандемии, тогда было обосновано, они не отменены. Но, еще раз, нас... Donc, ensuite, le ministre qui a essayé de se défendre en disant: «Mais nous avons pris des lois, c'est pas notre faute si dans les écoles elles sont pas appliquées». Volodine qui a littéralement explosé en disant que non, les lois c'est nous qui les prenons, vous devez les faire appliquer. Si vous pouvez pas les faire appliquer, il y a un problème. Donc, c'est la première fois D'accord. que le culte numérique a été Et attaqué puis une raclée, on dirait. littéral. Et sur la question numérique qui est sacrée. Mhm. Donc, D'accord. c'est ça ce que je veux dire, c'est que si on veut réellement faire face à la situation actuelle, il suffit pas de produire, entre guillemets, des munitions. Il faut les concevoir. Pour les concevoir, il faut des ingénieurs, il faut des techniciens, il faut des mathématiciens, il faut des De physiciens. l'innovation, de la recherche. Mais l'innovation, c'est ce terme maintenant qui est complètement Oui. en fait dévalorisé. À la recherche, Il a on dirait à perdu, la recherche. voilà, Et... il a perdu son sens réel. Parce que pour Ouais. innover, il faut d'abord avoir des connaissances systémiques. Tout à fait. Et sur une base solide, on peut projeter sur l'avenir. Mais quand on n'a pas de connaissances systémiques, on fait que du vent. Et actuellement, c'est ce qui est exaspérant dans ce terme d'innovation, c'est qu'il n'y a rien d'innovant. Dans l'innovation, ils nous balancent les fantasmagories des futurologues des années 50 du siècle dernier. Hmm. Donc, c'est pas très innovant quand même. Hein. Et là, il faut... Avant, à l'époque de l'Union soviétique, il y avait des bureaux de recherche qui Oui. étaient mis en concurrence entre eux. Ils étaient tous étatiques. Il y avait le bureau de Sukhoi, il y avait Mikoyan, il y avait etc. Et ça produisait Bien des sûr. résultats extraordinaires. Bien sûr. Et Sans parce qu'ils travaillaient. privatisation. Parce Parce que les gens qu'ils n'avaient travaillaient pas de réellement. culte. Et il y avait énormément d'informatique qui était utilisée, mais il n'y avait pas Tout à de fait. culte numérique. Tout à fait. Il y avait un vrai système éducatif derrière, surtout, et un vrai Voilà. système universitaire en Oui, amont. c'était autre chose. Donc Ouais. là, heureusement, il y a encore une base qui nous vient de la période soviétique au niveau de l'enseignement et de la Mm. recherche, mais qui a quand même été franchement massacrée. Donc là, aujourd'hui, s'ils veulent, comme ils disent, intégrer l'armée dans l'économie, il va peut-être déjà aussi falloir s'occuper des cerveaux. Parce que qu'est-ce qu'on va intégrer? Qu'est-ce qu'on va produire? Qui va concevoir? Donc, il y a derrière un vrai travail de fond qui est en train de se faire, et en tout cas un travail de réflexion qui commence à commencer. Après, ce qui est inquiétant, si on continue sur le gouvernement, c'est que les dieux du processus de Bologne sont toujours en place, hein, et eux, ils n'ont pas bougé. Alors, je parle pas des deux ministres qui de l'enseignement et du ministre de la recherche, Krastov et Falkov, qui Falkov, rappelons quand même, est un fanatique du processus de Bologne, donc c'est toujours un bonheur. Mais il y a surtout Foursenko à l'administration présidentielle qui gère la déstructuration de l'enseignement secondaire et supérieur depuis des dizaines d'années. Et il est extrêmement efficace dans son rôle de déstructuration. Ça... Si l'on veut réellement qu'il y ait un changement, il va falloir un changement de personne aussi. Parce que ces gens-là, nettoyer les sécuries. Ouais. Absolument, ces gens-là ne produisent qu'un seul modèle, c'est le modèle néolibéral. Point. Ils ne peuvent pas produire autre chose, certains par fanatisme, d'autres, on va dire, par fatigue intellectuelle. Mmh. Non, mais des fois, le problème est un problème de personnes, pas uniquement de système et de structure. Et le pire, c'est quand on a les deux. Les mauvaises personnes dans le mauvais système. Oui. Et juste pour récapituler, alors, tu as développé une idée très intéressante. C'est qu'au fait, on a le centre de gravité politique qui est en train de se déplacer, alors je vais être très simpliste, de la partie élue du gouvernement vers la partie nommée du gouvernement. C'est-à-dire, il est en train de se déplacer en faveur du bloc de souveraineté
pour consacrer la partie administrative du gouvernement et gestionnaire uniquement à la gestion et à l'administration. Donc, peut-on dire que l'on va vers 2 gouvernements parallèles ou dans un schéma où on a un gouvernement dans le gouvernement? Mais après, le danger n'est-il pas dans le fait que, en segmentant un peu ces 2 blocs, au fait, le signal qu'on envoie, c'est que la souveraineté se trouve là et que là, c'est juste la gestion. Bah, Alors je qu'on suis sait d'accord très bien avec que toi. même dans l'enseignement et l'éducation, il faut qu'il y ait de la souveraineté. Je veux dire, Ouais, on ne peut pas segmenter les 2. absolument. Et là, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a effectivement, je défends pas du tout le système, j'explique. Cela retraduit en fait ce problème et ce paradoxe qui perdure de l'absence de choix idéologiques faits par les élites en Russie et les élites gouvernantes. On peut garder, on va dire, un certain compromis quand nous sommes en période de paix, encore, même si, comme on l'a vu, ce compromis, comme par hasard, il est toujours dans le sens d'une plus grande globalisation. Mais actuellement, en période de guerre, comment effectivement, on l'a soulevé, comment on peut, entre guillemets, innover, mais dans le sens réel, traditionnel du terme, dans l'armée, si on est incapable de former des ingénieurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans toute une partie des écoles d'ingénieurs de Moscou, toute une partie des cours se fait encore à distance. On fait comment pour former des ingénieurs à distance? Enfin, depuis le Covid. Oui, et ça n'a Ou pas avant. changé. Ah Non, d'accord, depuis le Covid et ça n'a pas depuis le changé. Covid. D'accord. Donc ça a été Donc, une occasion pour eux de ça a mettre en été une place ce occasion, système-là. absolument. Et il a fallu se battre dans beaucoup d'universités pour revenir au réel. Mais à la moindre occasion, ils nous relancent à distance, dès que l'occasion se présente. Donc, on ne peut pas effectivement, de toute façon, fracturer en disant on va avoir un côté, un bloc souverainiste, et je vais aller encore plus loin que toi, un bloc souverainiste et un bloc globaliste, ils sont pas compatibles. Il faut qu'il y ait une unité. Et c'est seulement dans le cadre de l'unité qu'on peut avancer une politique nationale qui soit cohérente, donc qui soit efficace. D'accord. Et puis, autre changement, il y a Patrushev qui a été nommé conseiller du Ouais. président. Alors, c'est un ancien du FSB, enfin, il a dirigé le FSB de 99 à 2007. C'est un proche de Poutine, efficace, a priori, dans ce qu'il a fait, au FSB notamment. Alors, comment interpréter cette nomination, ce rapprochement dans le cercle présidentiel? Mais Alors, pas il y a plus eu deux proche que conseiller, nominations je veux dire, importantes. au-delà. Oui, alors, il a été nommé, il y a 2 types de conseillers. Sous le même terme français de conseiller, ça recouvre 2 réalités institutionnelles différentes en Russie. Il y a Pamochnik et il y a Savietnik. Pamochnik, les 2 sont conseillers, on traduit par conseiller. Bon, Pamochnik, à la limite, on pourrait traduire par collaborateur ou Donc, quelqu'un qui aide, voilà, ça, un c'est quelqu'un qui assistant aide. présidentiel. Voilà, Ou, tout ouais. à fait. Et conseiller, Savietnik, c'est dans le sens classique du conseiller, en fait. Et Patrushev est quoi? Patrushev, il est collaborateur conseiller, on va dire. Là, tu viens d'inventer une 3e catégorie. Tu vois. Non, c'est juste pour dire, il y a le conseiller classique et le collaborateur conseiller. D'accord. Donc, il est collaborateur, c'est-à-dire qu'il travaille réellement. Les Savietnik, c'est un poste qui est plus honorifique. Et là, il y a eu, à côté de lui, il y a eu Dioumen aussi, qui est l'ancien gouverneur de Toula, qui est également un très proche de Poutine. Et tous les 2 sont considérés comme étant des figures extrêmement fortes de ce bloc souverainiste, de ce qu'on appelle les Siloviki, ce bloc de force. Ils ont été nommés Pamochnik, donc, on va dire collaborateurs du président. Et c'est un signal extrêmement important, surtout que bon, si pour Dioumen on comprend, il doit s'occuper de tout ce qui est justement l'industrie militaire, du sport, etc. C'est dans sa ligne, quoi. Patrushev, qui a quand même été pendant tant d'années secrétaire du Conseil de sécurité, a été présenté par Peskov comme allant s'occuper notamment de la branche importante, je cite, qui est la construction navale, ce qui a fait un petit peu exploser de rire. Et là, on comprend que c'est du trolling quand on sait que, en fait, Patrushev a fini l'Institut supérieur de construction navale avant de faire l'école du KGB. Donc, de quoi va s'occuper Patrushev, personne ne sait pour l'instant. Et c'est un peu le joker dans l'équipe Poutine actuellement, parce que c'est une personne qui est extrêmement respectée, c'est une personne qui a vraiment une vision de l'État, une vision extrêmement systémique, souverainiste,
Et ça montre bien quand même ce virage un peu idéologique qui est en train de se prendre au niveau de l'administration présidentielle, la réalité oblige. D'accord. Alors, il y a un bonhomme, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il fait concrètement, c'est Medvedev, à part tweeter. On le suit activement sur Twitter, c'est sympa, alors des punchlines, mais techniquement, il fait quoi, je veux dire? Alors techniquement, effectivement, Medvedev est un personnage intéressant. Ouais, Quand même, quand il a été... ancien président de la Fédération de Russie, quand Voilà. même, c'est pas rien. En plus, lui aussi, au niveau des virages idéologiques, il est quand même costaud, son virage. Ah, c'est le grand écart. Il aurait dû faire du karaté. Comme on dit, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Hein. Parce que quand il était président, quand même, c'est lui qui a introduit en Russie une grande partie de toutes les réformes déstructurantes néolibérales, c'est-à-dire tout ce qui a introduit la participation d'organes représentatifs de la société civile dans les mécanismes de soft power et dans les mécanismes de prise de décision à certains niveaux. Donc, c'était pas quelqu'un qui avait à l'époque un discours extrêmement souverainiste. Mais c'est vrai il a eu quand même le mérite de mener l'opération en Géorgie. Enfin, il l'a pas eu. lui, Voilà. mais disons voilà, qu'il il a pris quand même, il a pris la décision, il a eu le courage de le faire. Ouais. Mais on sait que c'était Poutine réellement. Enfin, voilà, qui était derrière, décidait. mais bon, il l'a fait quand même, c'est clair. Il a accepté de le faire. Voilà. Et en fait, il a réellement changé de discours quand il est rentré au Conseil de sécurité. Alors, il est en dessous de Patrouchev au Conseil de sécurité, c'est clair, au niveau de la hiérarchie, mais il a un rôle qui est plus effectivement ce rôle de soft power. C'est-à-dire que la Russie a voulu démultiplier en quelque sorte son action, dire ne pas tout concentrer autour de une ou deux personnes. Et utiliser aussi les personnalités. En quoi est-il utile ? Il est dans les milieux libéraux considéré, enfin il a été en tout cas pendant longtemps, maintenant je ne sais pas, considéré comme un des siens. Donc, quand il porte un certain discours, il a beaucoup plus de chances de convaincre une certaine partie de la population que quelqu'un qui a priori est considéré comme un conservateur, souverainiste, étatiste de naissance. Et ça, c'est utile aussi justement pour travailler avec les différentes parties de la population, essayer de maintenir une certaine cohésion. Donc oui, actuellement, on le trouve beaucoup au niveau de la communication, c'est clair, mais on le voit également s'occuper de la production industrielle militaire, dans le sens où il va faire des visites plus ou moins préparées, plus ou moins surprises parfois, dans certains centres de production militaire. Il surveille un petit peu aussi ce qui se passe derrière. Et n'oublions pas que tout ce qui est aussi la question de la coopération militaire au niveau de la production militaire avec l'étranger a suivi Shoigu du ministère de la Défense au Conseil de sécurité, et Medvedev aussi s'occupe de ces questions-là. Donc, il s'occupe, on va dire, actuellement de deux branches. Un, la com et le travail avec l'auditoire libéral. Et deuxièmement, la question aussi de la production industrie militaire, qui est moins médiatisée, mais qui est non moins importante. Sinon, au niveau de l'état-major, est-ce qu'il n'y a pas eu de changement pour l'instant? Alors, il y a eu Gerasimov ne change pas. Là, aujourd'hui, il y a eu une réunion entre Poutine, Shoigu, Belausov, Gerasimov et les chefs d'état-major des différentes okrug, c'est comment en français, provinces militaires, régions militaires, départements militaires peut-être. Et il y a eu en nomination au niveau de la région militaire de Saint-Pétersbourg, puisqu'elle a été réinstaurée. Sinon, pour le reste, il y a une certaine stabilité au niveau des chefs d'état-major. En tout cas, c'est assez stable. Et Poutine a déclaré qu'il n'y a pas eu de changement et que, pour l'instant, en tout cas, les changements ne sont pas prévus. Donc, ceux qui aussi se jetaient un peu facilement dans les réseaux sociaux, bien au chaud, assis dans leur canapé contre Gerasimov, pour l'instant, resteront sur leur faim. Karim Bechegolovko, merci infiniment. Merci. Et on remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et on leur donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien d'Hegemon. À très bientôt.